Voilà, on va reprendre et je fais un bonjour à Julien que je vois, c'est le seul qui a la caméra. Salut Julien, fait plaisir de te revoir. Excellent, alors on va parler un peu de cette norme SwissGap RPC 30. On s'est rendu compte dans le courant de l'année passée, enfin on s'est rendu compte, on savait que la norme RPC 30 avait changé sur plusieurs éléments. L'ouvrage Les comptes consolidés de Prochinic, eh bien, eux, ils sont traduits de l'allemand en français, pas toujours forcément à jour, comme le sont les Suisses allemands. C'est un petit peu aussi ce qui nous prétérite du côté roman. On va pas faire pleurer sur notre sort, mais ça aide pas dans certains cas. L'ouvrage en allemand avec les changements a été édité aux alentours d'octobre 2023. Donc, on a contacté les éditions LEP pour travailler avec eux. On a commencé deuxième partie de l'année 2024. Il y a un résumé qui est d'à peu près 60 pages sur les éléments importants. J'ai eu l'occasion de travailler avec les éditions LEP. Il sera mis probablement d'ici la semaine prochaine à disposition. Ça sera un PDF donc de soixantaine de pages sur leur site des éditions LEP. J'ai toutes vos adresses, j'écrirai à tous ceux qui sont inscrits. On va aussi essayer par la CEC de contacter encore une fois les centres de formation pour nous assurer que ces changements soient disponibles. Donc, on a différents éléments qui ont changé. Bon, certains d'entre vous, j'ai eu affaire avec vous dans le cadre de la formation. Voilà mon parcours. J'enseigne donc au brevet et dans d'autres instituts aussi pour les informaticiens, par exemple. Donc, qu'est-ce qui a changé principalement dans cette norme SwissGap RPC 30 qui traite des comptes consolidés? Principalement, c'est le traitement du goodwill négatif. Le goodwill négatif, on savait qu'il existait, mais il n'y avait rien qui était vraiment stipulé dans cette norme par rapport à son traitement. Donc, on va voir exactement ce qu'il en est. Dans le nouvel ouvrage de la LEP, on a choisi quelques exercices aussi qui sont à disposition pour voir un peu ce qui se passe. Il y a un article, ça ne figure pas par contre dans l'ouvrage qui était aussi disponible en allemand. Ça concerne c'est nouveau aussi par rapport au goodwill, c'est des éléments du prix d'achat qui dépendent d'événements futurs. On verra un petit peu plus dans les détails ce que ça représente. Là aussi, quelques explications et j'ai essayé d'établir un exemple chiffré. Et ensuite, la mise en équivalence, qui est un gros changement par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de faire. Si vous avez encore en tête cet ouvrage des comptes consolidés, je crois que l'édition c'était 2020, et bien là, ça fait quand même pas mal de changements par rapport à des éléments précis, mais en soi, le traitement de la mise en équivalence ne change pas. Ça reste quand même toujours une valorisation et pas une consolidation globale telle qu'on la connaît avec l'intégration des actifs et des passifs. On retrouve ici, c'est issu de l'ouvrage, donc le nouvel ouvrage de Prochinic, les comptes consolidés. Pour le goodwill négatif, on spécifie bien maintenant que dans les Swiss GAAP RPC, on a deux méthodes. Alors ici, c'est marqué variation, mais c'est la variante. On va encore modifier ça, variante principale, qui est le benchmark. Donc, on va activer le goodwill et l'amortir. Le goodwill négatif, donc ce qu'on appelle aussi le badwill, on va pas l'activer, pardon, l'indiquer au passif, le comptabiliser au passif comme goodwill négatif et sur 5 ans max, on va dissoudre ce goodwill négatif. Donc, ça va finalement faire un produit au fur et à mesure de ces années. On a la deuxième option qui est le droit d'option, l'alternative, donc c'est de compenser ce goodwill négatif avec les fonds propres. C'est ce qui existe déjà au niveau du goodwill quand il est positif. On a noté ici les IFRS, ça c'est plutôt pour ceux qui font le diplôme. C'est le goodwill négatif, il est comptabilisé au moment de l'acquisition avec un effet direct sur le résultat. J'ai remis les quelques chiffres qui sont en lien. Donc la norme SwissGap, elle est valide depuis le 1er janvier 2024. J'ai regardé par rapport à nos examens 2024 en consolidation, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de mise en équivalence et on n'a pas vraiment touché ces thèmes-là, donc il n'y avait pas spécifiquement des éléments sur le goodwill négatif. Personne ne sait ce qu'il y aura dans l'examen 2025. Voilà, mais c'est bien quand même d'en parler, d'être conscient qu'il y a des
les éléments qui ont maintenant changé à ce niveau-là. Donc, le goodwill, si on en prend, donc c'est à partir du 14, donc ici, à partir du chiffre 14, il y a quelques changements à ce niveau-là. Ce qu'il faut noter, c'est que bien on doit apurer les comptes lorsqu'on reprend les valeurs. Les valeurs doivent être réévaluées à leur juste valeur à la date de la prise de contrôle. Ça implique des apurements, c'est la partie qu'on retrouve souvent dans les examens. Donc apurer les comptes, des stocks sous-évalués selon les normes Suisse GAAP RPC, c'est pas possible. Donc on va les réévaluer. Impact sur les réserves latentes donc. Ici, on nous disait aussi que on doit maintenant identifier et comptabiliser des valeurs incorporelles qui étaient décisives. Dans les exemples qu'on peut donner, c'est de dire, j'achète un concurrent, je prends des parts dans un concurrent parce qu'il a un brevet, quelque chose, une valeur immatérielle, un actif immatériel qui m'intéresse, et pour cette raison que je l'achète. Eh bien, jusque-là, il faudra porter, quand c'est une application, c'est une consolidation globale, il faudra activer dans le bilan cette partie-là, cette immobilisation incorporelle. Ça peut être un brevet, un know-how ou un carnet de clients, etc. Donc ça, à la juste valeur, il faudra le mettre dans les comptes. Ça, c'est assez nouveau par rapport à précédemment. Et le reste de ce qu'on a payé, ça reste toujours, si on a payé plus, ça reste toujours un goodwill. Donc le goodwill, lui, il va être comptabilisé comme on le connaît, valeur de la société, 100, je paye 120, j'ai un goodwill de 20. Je peux maintenant, donc ce goodwill, je vais l'enregistrer comme valeur incorporelle et on spécifie maintenant que si la valeur comptable est de 120, mais que je paye 100, c'est ce qu'on appelle aussi un lucky buy, j'ai eu un deal, le vendeur devait absolument vendre, il n'était pas en position de force, j'ai ici ce qu'on appelle un goodwill négatif. Je paye 100 pour quelque chose finalement qui en vaut 120. Donc on doit l'inscrire au passif, ce goodwill négatif, en tant que terme goodwill négatif, et puis il va figurer là dans le bilan. On fait le lien maintenant avec le goodwill lorsqu'il s'amortit de façon planifiée sur la durée d'utilisation. Donc si on sait qu'on va intégrer l'entreprise, la filiale dont on a fait l'acquisition, on va l'intégrer sur 8 ans ou 10 ans. On peut planifier des amortissements du goodwill sur cette durée-là, mais max 20 ans. Si on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on utilise la durée de 5 ans. Donc, c'est bien ici, si on ne peut pas déterminer, on va effectuer ici sur 5 ans. Dans les examens, toujours, on va toujours vous donner le délai, hein. J'ai regardé encore les exercices, les anciens examens, c'est quand même, c'est souvent, enfin, c'est quasiment toujours indiqué sur 5 ans. Il y avait une question, alors c'est pas vraiment une provision, alors c'est des fonds étrangers, c'est pas des fonds propres, le goodwill négatif, mais c'est bien spécifié, on va pas mettre provision, ça sera indiqué goodwill négatif et c'est reconnu comme tel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je dois traiter? Est-ce que je peux traiter le goodwill négatif d'une façon et le goodwill positif d'une autre? Eh bien non, ça c'est la teneur du chiffre 17 qui dit que si on active un goodwill puis qu'on l'amortit, on acquiert la filiale F1, la filiale F2, elle a un goodwill négatif, on doit porter au bilan et amortir le goodwill négatif. Donc, on doit faire on doit faire le même traitement. Si on active le goodwill positif et qu'on l'amortit sur 5 ans, on ne peut pas prendre le goodwill négatif et le compenser avec les fonds propres. Il faut que le goodwill négatif suive, ici c'est ce qu'on dit, si le goodwill est activé, amorti, le goodwill négatif va suivre le même processus. Sauf qu'ici, il y a un élément qu'il faut noter, c'est que c'est maximum 5 ans. Donc si vous allez amortir un goodwill positif sur 10, puis que vous avez aussi du goodwill négatif, donc vous le portez au bilan, au passif, mais vous ne pouvez le compenser, enfin le dissoudre que sur 5 ans max. Il y a encore un autre élément ici. On dit, ben ça c'est la deuxième partie, que si on le dissout, ici le goodwill négatif et le goodwill
Si on fait un amortissement ou si on dissout, c'est ce chiffre 18, on n'est pas obligé, on peut renoncer ici à comptabiliser des valeurs incorporelles. Donc, c'est-à-dire que vous avez un brevet, valeur incorporelle, c'est pour cela que vous avez décidé de faire l'acquisition de cette filiale. Si vous avez comptabilisé ici, vous avez comptabilisé vous faites un goodwill, vous le comptabilisez à l'actif et vous l'amortissez, vous n'êtes pas obligé de porter la valeur de l'immobilisation incorporelle, par exemple le brevet, vous n'êtes pas obligé de porter la valeur à l'actif. Ce qui veut dire, admettons que vous avez un goodwill de 50 et puis un brevet de 80, eh bien, vous aurez, si vous ne faites pas l'activation de l'immobilisation incorporelle, ben vous aurez un goodwill qui sera global de 130, 50 plus 80 que vous allez amortir sur la durée que vous avez choisie. Donc, ça ne change pas grand-chose dans le fait où vous avez de toute façon un impact sur le résultat sur les 5 années qui vont venir. Au lieu d'avoir 50 et 80, vous aurez un montant global de 130. Et ici, on spécifie, c'est tous les chiffres qui n'existaient pas dans les anciennes normes. J'ai les normes ici devant les yeux. Ici, le 19, si on compense le goodwill de nouveau positif avec les fonds propres, toute entreprise que vous allez acquérir avec un goodwill négatif doit aussi être compensée avec les fonds propres. Donc, si dans une société, un groupe, quand vous faites des acquisitions, vous activez et vous amortissez, ben, le goodwill négatif devra lui aussi suivre le même processus. Et quand on compense le goodwill, ici on précise aussi compensation du goodwill négatif, du goodwill et du goodwill négatif avec les fonds propres, c'est possible que à la date d'acquisition. Donc, je ne peux pas dire, ouais, ben, tiens, ça m'arrange de changer de méthode, je l'amortis l'année suivante, j'amortis le solde. Donc, non, ça peut être fait vraiment qu'au niveau de l'acquisition, au moment de l'acquisition. Puis si on vous dit encore, mais ça c'est plutôt lors de cession ou d'acquisition, c'est ici qu'on doit reprendre le montant ici, on doit reprendre le montant global du goodwill initial pour calculer un éventuel bénéfice ou perte. Lors d'une cession, s'il y a eu un goodwill ou un goodwill négatif, on avait compensé au moment de l'acquisition avec les fonds propres. Lorsqu'il y aura une vente, il faudra tenir compte de ce goodwill pour définir ici un résultat par rapport à cette cession, soit un gain ou une perte. Alors ça, ce n'est pas vraiment des éléments que j'ai retrouvés dans l'ouvrage, le nouvel ouvrage qui va bientôt paraître des éditions LEP. Ça, ouais, c'est pas un élément qui était présent. Donc ici, on a quelques exemples maintenant qui sont issus de l'ouvrage. On voit le principe, c'est quand même pas trop compliqué. On a une société, une filiale qui a une valeur ici de 120. On la met en lien avec le montant de 100 qu'on a payé. Donc on a payé moins goodwill négatif. Ici, on a choisi la première, la variante principale, donc activation. On met au passif, on indique au passif le goodwill négatif au moment de l'acquisition, et ensuite on va dissoudre cette partie-là. C'est sur 5 ans max, donc on va dissoudre 4 avec impact sur le résultat. On voit ici les écritures, donc on parle ici des fonds propres, capitaux propres, on a un goodwill négatif de 20 et on dissout ce goodwill. Les comptes nous seront vraisemblablement donnés, vous seront vraisemblablement donnés dans les examens. Donc ici, on a un compte qui s'appelle produit de dissolution du goodwill négatif. Donc, je rappelle que, bon, je sais que maintenant, au point où vous en êtes par rapport à l'examen, c'est assez clair, mais en consolidation, on a toujours deux, euh, deux flux. On a le bilan et le compte de résultat. Dès que je modifie le résultat, je dois le modifier au niveau du bilan et au niveau du compte de résultat, au niveau du PP. On part du principe, c'est comme un fichier Excel où quand je rentre, quand je modifie quelque chose dans le compte de résultat, ça ne va pas automatiquement être transféré au niveau du compte du résultat du bilan. Donc, je dois chaque fois faire cette double écriture. Une fois, je touche le bénéfice bilan, puis une fois, je touche le bénéfice compte de résultat. Toujours la double écriture. Mais c'est vrai que l'écriture à laquelle on penserait directement, c'est bien goodwill négatif a produit de la dissolution du goodwill
négatif. Ça, c'est la première variante. La deuxième, compensation avec les fonds propres. Toujours cette entreprise d'une valeur de 120 que j'ai acquise pour 100. Je compense au moment de l'acquisition. Donc ici, c'est goodwill négatif à capitaux propres. J'annule cette position. Ce goodwill négatif et le traitement du goodwill, ça revient assez souvent encore par rapport à des calculs de rentabilité des fonds propres. J'ai en tête un examen de 2022 où on nous demande quel est l'impact par rapport ici à un traitement soit de la comptabilisation d'un amortissement par rapport à la rentabilité des fonds propres ou à la compensation. Alors si on revient rapidement sur le premier exercice ici, le premier exemple, quelle est la rentabilité des fonds propres au niveau de ce traitement? Et là, on est dans la dissolution, on est dans un goodwill négatif. Donc, quelle est la rentabilité des fonds propres? Rentabilité des fonds propres, résultat net, c'est du groupe, donc résultat net par rapport aux fonds propres totaux. On a un bénéfice de 34 que je divise ici par le total de 170 plus 34, ça me fait 304, ce qui me donne ici, arrondi, une rentabilité des fonds propres de 11,2. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je dois faire ce même calcul? Ici, les données sont devant les yeux, on ne doit pas trop calculer d'éléments, donc c'est les 30 finalement ici. Donc la RFP avec compensation, c'est les 30 divisé par bien, mes fonds propres dans ce cadre ici de dissolution, enfin de compensation du goodwill négatif, les fonds propres augmentent. Donc les fonds propres de la maison mère de 270 sont augmentés par l'écriture ici, et puis j'ai par rapport aux capitaux propres, j'ai maintenant un 20 supplémentaire dû à la dissolution. J'ai donc ici un total de 320, ce qui me donne ici une rentabilité des fonds propres qui est plus faible. Donc c'est l'inverse en fait par rapport à ces exercices qu'on a eu jusqu'à présent. C'est l'inverse de l'impact quand j'avais un goodwill positif. J'ai fait le calcul pour moi. Si on avait amorti le goodwill, si c'était un goodwill positif, dans le premier cas, avec l'écriture au niveau du compte de résultat, on aurait une rentabilité fonds propres de 8,8%, alors qu'avec la compensation avec les fonds propres, j'aurais ici une rentabilité de 12%. Donc c'est juste l'inverse qui se passe par rapport à ce qu'on a peut-être eu l'habitude, ceux qui ont peut-être travaillé encore sur l'examen 2022, où il y avait une problématique à ce niveau-là. Donc, voilà les différentes écritures. Jusque-là, je crois que c'est pas trop un problème. On présente encore, selon la norme IFRS, je dois dire, ça fait très longtemps, sans pas me tromper, d'avoir vu un traitement par rapport à l'IFRS. C'est plutôt, je pense, pour nos collègues qui sont maintenant en plein examen du diplôme. Donc là, c'est un impact directement sur sur les fonds propres ici, goodwill négatif sur le résultat. Donc, on a un impact ici, pas sur les fonds propres, mais indirectement sur les fonds propres, mais sur le résultat, on va avoir un impact directement puisqu'on annule le goodwill négatif. Donc, ça fait un produit ici, ce qu'on appelle gain sur acquisition de participation. Ça, c'est la méthode, la troisième méthode, qui est la méthode par rapport aux IFRS. On a ici un exercice voilà, assez simple. On détient une filiale à 100%, on a payé 135, on a un goodwill négatif. Ce que j'aimerais que vous fassiez, je ne sais pas si vous avez la possibilité de garder sous les yeux cet élément ici, des chiffres, et puis je vous ai proposé ici, on va voir si ça fonctionne, je vous ai proposé ici un QR code. Alors, je ne sais pas si vous voulez juste essayer. La question que je posais, c'est quel est le montant du goodwill
négatif à la base et puis quelle est l'écriture qui est correcte. Donc, si vous avez un téléphone, on va juste essayer. Vous pouvez scanner ce QR code et puis vous verrez donc les questions qui vont ici, qui vont arriver. Donc, ça vous permet de répondre. On va essayer, voir si ça fonctionne directement. Donc, quel est le montant du goodwill négatif? Là, c'est pas un choix, c'est une réponse qu'il faut apporter. Et puis, quelle est l'écriture correcte par rapport à ces trois que je propose ici? Tu peux revenir sur la donnée, Nicolas, s'il te plaît? Oui, Euh, Mémoire photographique marche moins. à partir d'un certain âge, c'est normal. Ah, juste encore un élément, c'est que, alors, ah oui, oui, ça, je sais pas si j'ai changé. Non, alors, attention, moi, je vous rends compte là, il y a ces 2004 à fin 2004. Donc, désolé, ça, Ah, il y c'est a- 2004, pas ouais, 2005. 2004, pardon. Donc, parce que sinon, il n'y aurait pas de, puisqu'on est au bout de la sixième. Non, c'est 2004, donc HT 2001, désolé, HT 2001, F1 2004, enfin, c'est indiqué ici à fin 2004, mais je vois que dans le journal, il y a une petite erreur là. On demandera la correction. Alors, effectivement, je vois plusieurs réponses. Donc, le montant du goodwill négatif, c'est effectivement 45. J'ai payé 135, quelque chose qui en fait ici en valait 180. J'ai payé 135. J'ai donc un goodwill négatif ici d'un montant de 45. Et ensuite, on demandait quelle était l'écriture qui était correcte par rapport à celle qui était proposée. On avait ici, je proposais goodwill négatif à bénéfice bilan pour 27. Alors, le montant de 27, on va aller essayer de le définir ici. Si j'ai 45, je peux faire sur 5 ans maximum, ça me fait bien 5 fois 9, j'ai bien 9 d'amortissement. J'ai combien d'années? J'ai 2001, 2002, 2003. J'ai donc 3 fois, ça va me faire 27. 3 fois, ce sont les années antérieures. Donc 2001, 2002, 2003. 3 plus 1, 3 plus 1 c'est ici l'année en cours. Donc j'ai 9. Donc effectivement, j'ai un amortissement de 27 des amortissements précédents, mais ces amortissements précédents sont toujours à retraiter. Tout ce qui est constaté au 1 du 1, je rappelle, est à retraiter par les réserves issues du bénéfice. Donc, goodwill négatif à bénéfice bilan, non. On ne touche pas le bilan. Les 27 ont déjà été constatés sur le bilan. Ensuite, est-ce que j'ai encore ici le goodwill négatif à amortissement? Alors, le chiffre 9, oui, mais j'ai une double écriture toujours. En consolidation, c'est comme si vous aviez un fichier Excel, puis que je passe une écriture dans le fichier Excel, ce que j'indique au niveau de l'amortissement, je dois faire changer, je dois impacter le bénéfice au compte de résultat. C'est pas automatique, c'est pas comme un système comptable. Donc, c'est comme si je remplissais à la main, OK, plus d'amortissement, moins d'amortissement, quel est l'impact sur le résultat? Donc, je dois passer une double écriture. Donc, ici, l'écriture qui va être correcte à ce niveau-là, eh bien, c'est la troisième, c'est bénéfice compte de résultat a produit de la dissolution du goodwill négatif. Donc, on a comme écriture ici, bon, la première, je vous enverrai de toute façon la solution, enfin les slides avec le résultat final, mais on a ici l'écriture pour le 1 du 1, c'est goodwill
négatif, j'annule cette partie des 27 à réserve issue du bénéfice pour 27 et ensuite l'année en cours, je diminue encore ce goodwill négatif qui est au passif par le goodwill est au bilan, donc c'est bénéfice bilan pour 9 et là l'écriture est double, bénéfice compte de résultat à dissolution du goodwill. C'est le produit de la dissolution du goodwill négatif. Négatif aussi pour 9. Donc, ça suit le même principe que le goodwill positif, ce qu'on sait quand même traiter, mais cette fois, ben, c'est à l'inverse. Donc, ce sont les mêmes comptes qui sont utilisés, mais comme c'est l'inverse, eh ben, c'est le goodwill négatif qui, cette fois, est au débit. OK, ça, c'était, il y a quand même oui, 80% des bonnes réponses à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un élément un peu de base. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on a des intérêts minoritaires? Donc là, on avait le 100% de la filiale. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas le 100% de la filiale? J'ai aussi ici un QR code. Je reviendrai après, une fois que vous avez peut-être eu le temps de cliquer. J'aimerais connaître ici le montant qui doit être retraité au 1 du 1 2005 pour la filiale F2. Donc le montant au 1 du 1 2005, je suis en train de... Attendez, je remets vite. Hein. Je dois faire ma consolidation au 31 du 12 2005. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître le montant qui est retraité au 1 du 1 2005 pour la filiale F2 et puis quel est le montant du goodwill négatif au moment de l'acquisition de la filiale F1. Là, de nouveau, vous avez un QR code. Vous pouvez prendre juste quelques minutes pour regarder. Si vous avez eu l'occasion ou si vous avez déjà la présentation, Christian, à bientôt. Si vous avez déjà ici devant les yeux, je remets peut-être ici les éléments. La question, c'était quel montant qui doit être retraité pour le 1 du 1 pour la filiale F2 et puis quel est le montant du goodwill négatif. Là, vous avez plusieurs possibilités. Il faut cliquer. Est-ce que vous voulez que je remette encore celui-là, si jamais? J'arrive plus à accéder aux questions. Ah, Ça est-ce que me c'est le cas demande. pour tout le monde ou bien... Attends, je sors peut-être de là. Est-ce que maintenant tu peux de nouveau? Je t'ai envoyé une request, je sais pas, c'est mon Google account, je sais pas. Moi, c'est pareil, il me dit que je dois vous envoyer une demande. Une Ah bon? autorisation est Ah ouais, pareil, nécessaire. ouais. Et pour Ouais. moi, la même chose aussi. Oh, pourquoi ça marchait avant? Puis maintenant, ça marche plus. Bon, écoutez, on va euh, passer outre ça. Désolé que ça ne fonctionne pas. Juste regarder ici. Euh, ah ouais, ah ouais, chaque fois. Mais pourquoi ça marchait au début? Bon, on va pas perdre de temps. Désolé, j'ai cru que ça fonctionnerait plus facilement que ça. Euh, la question donc qu'on posait ici, c'était quel est le montant du goodwill de la filiale F2. Alors, ce qu'on peut dire ici, ben, on a 300 de valeur. On a acquis le 80%, donc de ces 300, ça fait 240. On a payé 200, donc on a bien un goodwill négatif de moins 40. On a payé moins que la valeur. Donc 40 divisé
par 5, ça va me faire un goodwill de 8. Début 2001, sachant que je suis en 2005. 2001, 2002, 2003, 2004, ça fait 4. Pour moi, ça fait 4 plus 1, ça veut dire 4 années avec les réserves issues du bénéfice, 4 années antérieures, plus l'année en cours avec l'impact sur le résultat. Ensuite, on a ici une valeur de 500, j'en ai un qui est 60%, ça fait donc 300, mais attention, ça vient pas souvent, mais on dit bien milieu 2002, donc 2002 à 2003, ça fait 2 ans et demi plus une année qui est en cours, donc là j'ai un goodwill finalement qui est 300, j'ai payé 400, j'ai un goodwill positif ici de 100, sur 5 ans ça fait bien 20, mais j'ai pour F2 en 0,1, en 0,2, pardon, 0,2, en 0,2, j'ai une moitié d'année, j'ai un 10, ensuite 0,3, 0,4, j'ai 40, donc j'ai ici un goodwill de 50 et ces réserves issues, on va mettre RIB, réserves issues du bénéfice à goodwill pour 50. Et puis l'année en cours, c'est bien 20. Et là, ça sera donc bénéfice, bilan à goodwill et puis amortissement à bénéfice, compte de résultat. Donc là, c'était pour le goodwill qui était positif et le goodwill négatif. Si on a 4 années, on a 4 fois 8, ça fait 32 qui sont à retraiter par les réserves issues du bénéfice. Comme le goodwill négatif est au passif, j'ai donc le goodwill ici négatif à réserve issue du bénéfice pour 32. Puis après, c'est toujours la double écriture pour le montant de 8 ici. Donc là, on a toujours goodwill négatif à bénéfice, bilan, et puis bénéfice, compte de résultat à ce qu'on appelle le produit de la dissolution, produit dissolution pour 8. Donc ça, c'était avec l'impact ici, avec l'impact sur le compte de résultat. Attention, il y avait ici une demi-année, ça peut arriver. En examen, on est des fois un peu stressé par rapport au temps, mais ça peut être des points qui peuvent se jouer. Donc ça, c'était ce qui concernait l'élément par rapport au goodwill négatif. Donc le goodwill négatif, maintenant, est bien spécifié comment est-ce qu'il doit être traité. Euh, je ne sais pas si toi, Julien, tu as bossé encore toute cette année avec, enfin l'année passée aussi, peut-être avec l'ancien bouquin, tu avais vu ça ou... Non, bah, enfin, pour moi, il y avait peu d'exercices où il y avait du goodwill négatif, enfin, ou du badwill, mais Oui, dans mon esprit, on le traitait toujours par analogie au goodwill. Donc, j'aurais traité finalement comme on vient de le voir, comme la même chose. Ouais, là, c'est vraiment finalement. un peu plus spécifié. Ouais, c'est Oui, vrai. c'était formalisé, mais en fait, ouais, j'ai toujours eu en tête, je sais plus maintenant si c'était dans le bouquin où il y avait une note qui disait que qu'il n'y avait pas d'article spécifique dans les SUSGAP RPC. Du coup, par analogie, on traitait le Fallait le badwill comme traiter. le goodwill. Ouais. Ce qui pourrait peut-être juste changer, c'est qu'avant, ben, on spécifie maintenant que c'est 5 ans max la Oui. dissolution, alors qu'on Ah, aurait pu éventuellement faire 10. Mais ouais, ouais, non, c'est vrai ouais. qu'on ça suit quand même pas mal la même chose. Ouais. Il y a, Et, oui, les questions, c'est à la fin ou non, vas-y, poser si une tu question? as quelque chose maintenant, ouais, si je peux y J'ai juste une répondre. question, hein, c'est sur ce fameux chiffre où tu parlais de... Ah, c'était les nouveaux chiffres, pardon, les organisations. Voilà, c'est le chiffre 18. Les organisations qui inscrivent le goodwill de l'actif et l'amortissent respectivement, qui inscrivent le goodwill négatif au passif et le dissolvent avec effet sur le résultat, peuvent renoncer à une identification et comptabilisation sur le résultat, comptabilisation des valeurs incorporelles décisives. Oui, Mais là, pour moi, on est en train de mélanger deux aspects. On parle de la consolidation d'un côté et de l'autre, on parle des apurements parce que finalement, c'est cette reconnaissance de valeur décisive, c'est quand on passe du BC1 au BC2. oui, Et effectivement, l'impact, je la comprends, hein, c'est que si j'ai un brevet que je ne valorise pas dans mon BC2, du coup, mon goodwill va être supérieur. oui,
C'est la, c'est ah, comment on appelle ça? C'est un terme anglais. Truc allocation. J'ai pas le terme Ah, aujourd'hui. price purchase PPA ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, Ouais. voilà, Purchase Price Allocation. Mais du coup, comme on comprend le point, ils disent les organisations qui inscrivent le goodwill peuvent blablabla. Mais ça veut dire que si je ne décide pas de l'inscrire, qu'est-ce qui se passe? Si, Si j'inscris pas mon goodwill au bilan, admettons que je alors, le le compense goodwill, de avec toute les fonds. façon, tu dois le mettre au bilan. Alors effectivement, mais c'est juste que là, moi, ce point, j'ai l'impression qu'on donne une espèce de condition. Mais pour moi, il n'y a pas de condition. Bah, au C'est, fait, ce que ça veut dire, c'est que si tu actives ou tu mets au passif ton goodwill puis que tu le compenses ou que tu l'amortis, tu n'es pas obligé de valoriser ton brevet à l'actif. Par contre, si tu le compenses ton goodwill avec les fonds propres, là, tu dois là, tu es obligé de activer la. ton Oui, brevet parce que parce sinon, que, tu vas passer trop de montants. voilà. Donc, il veut de Ah, toute ok, façon c'est bête. une partie avec l'effet sur le résultat. Alors oui, ça n'a pas Ouais, de changement si tu as 50 et 80, bah, tu fais 130 de goodwill, mais que tu l'amortis, il n'y a pas de problème. ouais, Par contre, tu ne peux pas le compenser complètement. Ça, oui, si tu d'accord. compenses avec les fonds propres, c'est ça que j'ai essayé un peu de comprendre. Il n'y avait pas vraiment dans le bouquin, mais j'ai cherché deux, Ouais, trois éléments. Je pense que c'est ça vraiment que ça veut dire. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est de nouveau un peu de ce langage un peu entre dans le code des obligations, quoi. Mais Ouais, il faut un petit peu des fois ouais. interpréter, Oui, puis c'est faut le lire ça, c'est plusieurs fois. finalement. Mais moi, c'est comme ça Ouais, non, mais ça, que je ouais, l'ai compris. effectivement. Ouais, et de la mortise. Ouais. Il y a, Donc, on doit comprendre, à contrario, si tu fais pas ça, oui, que alors si tu tu peux, compenses, tu dois mettre tu dois mettre. ton Ouais, ok, brevet. d'accord. Alors, Ouais, j'ai compris. Ouais, ok. parfait, merci beaucoup. Il y a un élément au service, il y a un élément que j'ai pas vu dans les bouquins, mais c'est un tout nouvel élément, c'est toujours dans le Goodwill, c'est le numéro, le chiffre 23. On nous parle de prix d'achat qui dépend d'événements futurs. Je vous donne un exemple après, ben c'est typiquement, on fixe un prix. On dit oui, mais si dans les 2 ans, parce que le vendeur dit ok, mais si dans les 2 ans on réalise certains chiffres d'affaires, on fait un certain bénéfice, ben, le prix que tu me proposes, non, il va augmenter. Donc, s'il y a une possibilité que le prix augmente, ça c'est un élément maintenant, donc c'est ce qu'on appelle des achats dépendants d'événements futurs, fait partie du coût d'acquisition. Il faut l'indiquer. Donc, si on estime qu'on devra payer 500 000 francs sur les 2 prochaines années, il faut mettre cette écriture, mais ça passe par Goodwill. On augmente la valeur de goodwill à cet engagement qu'on aurait peut-être, qu'on va peut-être payer. Donc ça, c'est un nouvel élément. Je n'ai pas vu d'exercice là-dessus. Je me suis dit, bon, c'était peut-être quand même bien de savoir que ça existe. Je vous donne un exemple. On a avec ces add, je pense que ça veut dire added, où on parle de ce chiffre 23, on dit que travail futur, par exemple, si quelqu'un dit, il vend sa boîte, puis dit, mais moi je continue en tant que directeur de bosser, ce coût du travail, c'est pas quelque chose qu'on va mettre au niveau du goodwill, ça ne fait pas partie. Donc c'est quelque chose qui sera traité par les charges. Et puis lorsqu'on ajuste, parce qu'il faut ajuster, ici on le dit, les changements entraînant un ajustement à chaque date du bilan. Donc si on dit, ah ben non, finalement c'est à la hausse, on va repartir avec le goodwill, le nouveau goodwill, mais qu'on va continuer d'amortir selon ce qu'on avait décidé précédemment. Donc on ne compense pas tout complètement, on n'annule pas tout. Puis j'ai préparé ici bon, ça, c'est un peu des explications de ce que je viens de dire, pourquoi il y a ce complément, comment est-ce qu'on peut comprendre ce nouveau élément-là du chiffre 23. Et puis, donc, ce paiement conditionnel en anglais, ça s'appelle aussi earn out. Puis ici, j'ai essayé de faire un exemple. Si on a des actifs nets d'une société de 4 millions, on a un contrat qui dit qu'on pourrait payer jusqu'à 1 million de plus si les conditions sont respectées, par exemple, d'atteinte de résultats, mais que nous, on estime que ça va être chaud d'atteindre tous ces résultats, mais on pense que 600 000, ça pourrait être la juste valeur de cet engagement. Donc, on a un paiement conditionnel de 600 000. On paye, nous, aujourd'hui, 5 millions. Donc, déjà, le rapport entre ça, ah non, entre
ces deux éléments, ben, ça fait déjà un goodwill, comme on le connaît, valeur des actifs nets réévalués 4,8 millions sur 5 millions, j'ai donc 200 000 de goodwill. Par contre, je vais passer cet élément de 600 000 que j'estime aujourd'hui à 600 000 par rapport à cet engagement futur. Donc là, ça ferait un goodwill en tout de 800 000, ce serait donc les 200 000 plus les 600 000. Ces 800 000, je les amortis sur 5 ans, 160 par année, fin de l'année 1, goodwill de 640, soit 800 moins les 160. Mais je dois réévaluer à chaque date du bilan l'état de cet engagement futur. Puis là, les affaires marchent beaucoup mieux que prévu. Du coup, je m'attends à devoir payer plus. Parce que selon les conditions du contrat, ben, j'estime que je devrais payer finalement 300 000 de plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter la valeur du goodwill au moment de la réévaluation, 300 000, ce qui fait que mon goodwill 640 serait maintenant à 940 000. Il me reste 4 ans parce que c'est l'intégration que je vais en faire, c'était la durée de l'entreprise, le goodwill, j'amortis sur 5, il me reste 4 ans. Il faudrait maintenant recalculer sur cet élément-là, sur ces 940, un amortissement du goodwill sur 4 ans. Alors, pas trouver d'exercice lié à ça dans le livre, que ce soit l'ouvrage en allemand, puisqu'on a repris l'ouvrage en allemand, puis qu'on l'a retraduit, enfin tout ce qui avait changé, on a repris les éléments. Ça n'existe pas, mais c'est un élément qui me semblait important de peut-être partager aussi avec vous. Ça, c'est pour ce qu'on appelle les éléments futurs selon le chiffre qui est dans le goodwill, donc, hein, c'est bien, ça traite bien du goodwill, c'est le chiffre 23. Oui, Julien, Donc, tu avais une question? oui, donc juste cet engagement conditionnel, au moment de la transaction, au moment de l'achat, on va faire goodwill à engagement conditionnel Oui, et finalement, la reconnaissance, le paiement ou ouais, le paiement, donc dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Admettons, on a engagement performé, à banque? voilà, on va sortir, puis on paye les 600 000, puis pour Ouais. l'année, voilà. Et Ou on finalement, paye en 2 fois, je ne ouais, sais pas, mais ouais. ouais, ouais. Et Donc on puis donc annule du finalement coup, l'engagement s'annule. ouais, Il n'y a pas directement une charge. La charge, elle est lissée par l'amortissement du goodwill. c'est ça, elle est à travers le goodwill finalement, Oui, elle est sur c'est les comme ça 5 que, ans, en fait. Ouais, en tout cas, on peut ouais. interpréter ce chiffre Mhm. 23. Ouais, ouais. Ça te paraît, Oui, et ça puis donne du sens, mais c'est vrai que, à l'heure oui. actuelle, effectivement, il y a souvent, bah, après, c'est des combats d'avocats, mais c'est ce genre de choses qu'on peut retrouver dans des contrats Ouais. de vente, justement, avec des targets, des choses Mhm. comme ça. Ouais. Ouais, Ouais. c'est assez. Je pense que ouais, cette norme SwissGap, ils l'ont remise à jour aussi. Ça, c'est depuis 2018 qu'ils en parlent et qu'ils ont discuté, mais il n'y a pas que ça qui avait changé, mais à ce niveau-là, ouais. Mm. OK, on va maintenant parler de la mise en équivalence. Je rappelle ici que la mise en équivalence, ce n'est pas un processus de consolidation. On ne va pas intégrer les actifs, les passifs. C'est vraiment une valorisation ici de notre participation. La participation dans les comptes de la maison mère est enregistrée selon le code des obligations à la valeur d'achat. Donc, on a cette valeur d'achat. Maintenant, ce qui change par rapport à cette norme et à la pratique, c'est que souvent, dans les exercices, on nous disait parfois quelle est la valeur du goodwill. Sur l'achat, tu as payé 125 pour quelque chose qui vaut 100. Quelle est la valeur du goodwill? Puis on disait, ben voilà, le goodwill c'est 25, ok, maintenant on passe à autre chose. Distribution de dividendes, bénéfices, etc., augmentation de capital. Passe l'écriture, il y a 3 écritures, toujours je rappelle, au niveau de la mise en équivalence. On ne tenait pas compte de ce goodwill. Maintenant, il faut ici en tenir compte. On n'en tient pas compte, on ne le comptabilise pas, hein, ça reste toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on a une valeur au niveau du groupe de mise en équivalence, mais on doit tenir compte dans cet élément-là que maintenant, il y a un goodwill. Donc, on doit tenir compte d'un amortissement du goodwill, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc ça, c'est vraiment le plus gros changement. Puis là, on a pas mal d'exemples. J'ai essayé de voir avec les éditions LEP pour qu'on ait quand même pas mal d'exemples disponibles dans cet extrait qu'on aura à disposition. Typiquement ici, donc souvent dans les exercices, on vous donne un tableau
de la sorte. Là, vous verrez qu'il y a un peu plus d'explications qui suivent derrière, mais on vous donne un tableau, puis on vous dit, ben voilà, maintenant, débrouille-toi, passe l'écriture au 31 du 12 2003. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà tirer ici de ces chiffres, sans aller voir déjà la suite, mais on peut dire, ben ok, si mes réserves issues du bénéfice sont passées de 150 à 146, ça veut dire que j'ai une distribution de dividendes de 4. Ici, on est dans les fonds propres de A. Donc, c'est ces fonds propres valorisés à 100%. On reviendra juste après sur le prix qu'on a payé. Donc ici, ben, 146, je passe à 170. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, j'ai déjà les 36 du bénéfice. Ça me ferait 182. Je suis à 170. Donc, ça veut dire que j'ai eu une distribution de bénéfices de 12. Puis là, je peux faire aussi la même chose, plus 56, ça ferait 226, mais je suis à 202. Donc, je peux définir que ben, j'ai eu une distribution de dividendes de 24. Il y a des exercices, j'ai souvenir encore d'anciens examens où on vous disait, voilà, les chiffres, débrouille-toi pour trouver le montant finalement de la mise en équivalence. Ici, ce qu'il faut encore noter, c'est qu'on a pris 25% de participation, on a payé 125. On a payé 125 pour quelque chose qui finalement, je le vois ici, en valait 100. Donc, j'ai ici un goodwill de 25. J'ai payé plus. Donc, ce goodwill de 25, maintenant, je dois en tenir compte. Je dois ici, ben, il était marqué ici aussi, donc je dois en tenir compte lorsque je vais valoriser les différents éléments. Donc, ici, je vois aussi que j'ai une augmentation de 60, on nous le donne dans les indications, augmentation de 60 avec un agio, avec une prime de 40. Nous, si on en a 25%, ça me fait 15 et 10, ce qui me fait que j'ai fait l'acquisition de 25%, j'ai une valeur de 25 supplémentaire qui va venir s'ajouter dans mes comptes individuels à la valeur de 125. Donc j'aurai une valeur de 150. On ne dit pas quand c'est une augmentation, est-ce que c'est au début ou à la fin, c'est égal. À la fin 2003, dans mes comptes individuels, j'ai un montant de mise en équivalence, enfin, pas de mise en équivalence, un montant dans mes comptes individuels de participation à 150. OK, là, on voit qu'on a une part qui augmente, c'est chaque fois le 25% de 400, ça fait 100, 25% de 432, c'est 108, etc. Donc, la part au fonds propre augmente en fonction de l'évolution des profits et de la distribution de dividendes de la société. Donc là, on voit qu'il y a une augmentation. Alors ici, ce qu'on vient de définir avant avec le moins 4, moins 12, moins 24, ben, on le donne ici. Quelle était la partie à laquelle j'ai droit, moi, à 25%? Distribution de dividendes, j'ai droit la première année sur les 4, ben, j'en ai 25%, j'ai 1, 3 et 6 respectivement. Quelle écriture je passe dans les comptes individuels de la maison mère? Eh bien, ça sera banque a produit des participations pour le montant qui est indiqué ici, 1, 3 ou 6. On nous dit aussi que l'entreprise a fait des bénéfices. J'avais un bénéfice de 36 l'année 1, j'en ai droit à 25%. Donc, droit, ça ne veut pas dire qu'on va me les verser, mais dans la valorisation de mes 25%, ça vient augmenter cette valeur. Donc, ça, je devrais en tenir compte. C'est un élément qui vient ici en plus. Donc ça, on nous donne tout ce qu'on a, nous, un peu défini avant, on nous les donne ici. Et puis, finalement, ici, on voit la valeur d'acquisition dans les comptes individuels, 125, augmentation de capital avec Adjo, on a vu 15 plus 10, j'ai donc une valeur de 150. Ben, l'écriture, c'était participation à liquidité, à banque pour ces 25. On a dans les comptes chaque fois, à partir de 2003, qu'on va recevoir les comptes, j'aurai dans les comptes individuels une valeur de 150. On voit aussi l'évolution ici par rapport à la mise en équivalence. Ben ici, on peut dire qu'au 1 du 1, c'est pas vraiment la part au fonds propre, mais j'ai payé 100. J'ai un goodwill de 25. J'ai donc 125. Par contre, comme je dois tenir compte d'un goodwill, bien j'ai un 5 ici de diminution. Chaque année, j'ai moins 5. Donc, j'ai une part au fonds propre de 108, c'était le 25% de 432. J'ai un reliquat de goodwill de 20 à la fin de la première année, puisque j'ai amorti le goodwill
de 25 sur 5 ans, donc le 5. Donc je suis à 128. Ça, c'est une présentation avec les différents chiffres. On retrouve, j'espère que ce n'est pas trop petit, mais on va déjà s'intéresser à ça. On retrouve sous forme d'un tableau. Là, on voit tout le tableau. Mais dans les examens, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce n'est pas l'entier de tout ce tableau finalement. Là, on comprend, c'est pour de façon voilà, de nous dire voilà, comment ça évolue, pourquoi. Nous, ce qui va nous intéresser, surtout à la fin, quand on devra passer l'écriture, c'est cette partie ici. C'est cette partie-là qui va m'intéresser. Ce que je devrais faire attention, ben, c'est la partie aussi au 1 du 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 1 du 1 de l'année que je suis en train de traiter, je dois retraiter avec les réserves issues du bénéfice. Ce qu'on peut voir ici, c'est que on traite maintenant, et ça c'est nouveau, pas compliqué en soi, mais nouveau, c'est l'amortissement du goodwill. Ça, les exercices précédents, dans l'ancien ouvrage des comptes consolidés, là, il y a le goodwill, éventuellement on disait combien il est, on devait le dire, mais après on ne le traitait pas. Ici maintenant, on doit le retraiter. Donc ici, on a une évolution positive, moins 1, moins 6, ça va faire un plus 3 avec ça. Plus 3, ici, ça me fait un plus 6, et puis ici, mais uniquement ça va me faire un plus 5. Pourquoi je dis uniquement cette partie-là? Parce que en tant que groupe, l'augmentation du capital, elle n'est pas à faire sur mon tableau. Oui, bien sûr, je dois en tenir compte. Mais l'augmentation de capital, je ne la fais pas. Elle a été faite dans les comptes individuels de la maison mère. Maison mère a fait participation à société A, à liquidité pour 25. Donc vous, quand vous recevez les comptes, vous recevez les comptes de 150. Vous devez tenir compte à la variation de 9, qui sont les années précédentes, 3 et 6, plus 150 plus 9, 159, plus les 5 qui impactent le résultat. Donc là, on retrouve ce même tableau qu'on avait juste avant par rapport à la valeur. Donc la valeur qu'on peut définir ici, 128, 134, 164, on la retrouve ici au niveau du tableau qui était précédemment indiqué. Donc là, on a cette valeur qui est bien ici. Donc, je rappelle encore une fois, c'est important de ne pas se dire, dans les comptes consolidés, moi, je dois tenir compte d'une façon ou d'une autre de ce 25. Non, le 25, il est déjà dans la participation des comptes que vous recevez. Elle est à 150 et non plus à 125. Alors ici, quelques explications par rapport aux écritures. L'écriture de l'année, la première année, les trois impacts sur le résultat. Euh, Pourquoi 3? Parce qu'on était ici, au tout début, on était à 125. Elle est passée à 128. Comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai les plus 3, donc les moins 1, moins 5, amortissement du goodwill, moins 5, la distribution de dividendes d'une entreprise, ce sont des réserves qui sortent de l'entreprise, donc ça vient diminuer la valeur comptable de l'entreprise. Par contre, il y a un bénéfice auquel j'ai droit à 25%, qui était de 36, j'ai donc un plus 9. Donc, le résultat, c'est que j'ai généré, cette société a une valeur supérieure de plus 3. Donc, c'est ce que je dois bien ici comptabiliser, ce plus 3 supplémentaire. Je ne touche pas le produit finalement que j'ai déjà comptabilisé dans mes comptes. Je dois juste indiquer ici cette partie-là, ce 3 supplémentaire que j'ai calculé. Donc ça, c'est pour l'année en cours. J'ai une augmentation de 3, je passe de 125 à 128. Je vois que l'année suivante, j'ai une augmentation de 6. Vous recevez en année 2002, vous recevez les comptes individuelle de la maison mère, elle vous donne des comptes avec 125. 125, c'est la participation qui a été valorisée à 125. Vous avez 3 de l'année précédente. Donc, tout ce qui concerne l'année précédente, là, je vois qu'il y a une erreur par rapport à l'écriture. On va demander de corriger ça. Pourquoi est-ce que ce n'est pas les produits ici, la, produits de la société associée? Qu'est-ce que je dois. Ah, mais c'est pas non plus produit, c'est participation.
Oui, alors là, je suis désolé, c'est maintenant que je le vois, là, il y a un problème, c'est pas produit, c'est bien participation. Donc le compte, c'est participation et pas produit participation. Je peux juste tracer celui-là. Donc vous avez bien tous, c'est participation, c'est l'actif participation à société associée. Donc je reçois 125, les 3 de l'année précédente, 2001, je dois les augmenter. Et puis ensuite, il y a encore du boulot pour les éditions LEP là. Et ensuite, j'ai le 6 de la variation de l'exercice en cours. Donc ici, j'ai bien le plus 6, c'est participation société associée, bénéfice bilan, double écriture toujours, bénéfice compte résultat, produit de la société associée. Donc je passe ici à la valeur de 134. L'année suivante, année 3, et on a le même souci ici. Donc heureusement que ce n'est pas encore à l'imprimerie. Euh, 3 plus 6, la valeur maintenant de la société au 1 du 1 de l'année que je suis en train de traiter, de l'année 3, c'est 9. C'était ici les 3 de la première année et les 6. Les années précédentes, je les retraite toujours par les réserves issues bénéfices. Donc, produit société associée à réserve issues bénéfices pour 9. Et maintenant, je traite l'exercice en cours, les 5. Et attention, ici, on voit qu'on a un plus 30. Mais encore une fois, moi, je reçois les comptes de la part des entités, j'ai une participation qui m'est donnée avec un 150. Ce n'est pas au moment de la consolidation, au moment de la mise en équivalence du travail de revalorisation que je tiens compte de l'augmentation du capital. Ça a été fait au niveau de la maison mère. Elle a fait participation à liquidité pour 25. Donc moi, je reçois 150. 150 plus 9, 159 plus les 5 que je suis en train ici de retraiter, ça me fait bien mon 164. Donc ici, je vois bien que dans le bouclement individuel, les comptes individuels, j'ai bien une valeur ici de 150. On arrive gentiment au bout. Il y avait encore un exercice ici. On va peut-être juste regarder par rapport, puis je vais essayer de partager avec la solution. Ça, c'est un des exercices qui sera disponible auprès des éditions LEP. Je vous communiquerai ça. On va essayer de communiquer vraiment à tous les centres de formation. Dès que ce complément sera disponible, ça donne quelques exercices, puis une idée un petit peu de comment retraiter ces éléments. Donc ici, ce qu'on avait, c'était un exercice où il y a une note ici. On nous parle de la norme SwissGap 57, où on nous parle des actifs immatériels, comme on l'a vu dans la 18, qui n'étaient pas comptabilisés, doivent être identifiés et inscrits. Donc la 57, si je retourne juste ici, la 57 concerne bien le chiffre 57 concerne le chiffre 4, donc c'est lié au chiffre 4. Le chiffre 4, si je reviens juste ici, le chiffre 4 parle, c'est les périmètres de consolidation, chiffre 4, périmètre de consolidation. Les entités associées sont intégrées selon la méthode de la mise en équivalence. Donc, le chiffre 4, on a un complément ici qui est assez important. Il y a le chiffre 4, il y a quand même 55, 56, 57, 58, 59, il y a quand même plusieurs chiffres. On nous dit à ce niveau du 57 que les actifs non comptabilisés, les actifs immatériels, mais pertinents pour la décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des vues sur une entité, vous voulez l'acquérir parce qu'elle a une plateforme numérique qui est super, que vous allez utiliser par la suite pour votre propre activité. Donc c'est pour ça que vous avez fait l'acquisition de cette entité. Cette plateforme numérique, ben, c'est une valeur immatérielle. Vous devrez, d'une façon ou d'une autre, essayer de la valoriser. Donc, de nouveau, c'est de la mise en équivalence, ce n'est pas l'intégration au bilan. Je ne vais pas mettre un poste immatériel, je dois tenir compte dans le global ici de mon acquisition. Je dois tenir compte de ça et puis je dois aussi tenir compte finalement de l'amortissement de cette partie-là. Donc, on va peut-être aller tout de suite ici, ça c'est la norme justement. Je vais juste arrêter ici mon partage et puis je vais vous montrer le fichier
essayer de partager depuis là. Partager, ça va être ça. Voilà, je ne l'avais pas ici. Et puis on voit ici, je vais essayer de mettre en grand écran. Pardon, ça revient au début. Donc dans cet exercice, avec des données, on a acquis le 40%. On nous dit qu'attention, il y a un brevet qui avait une valeur de 100, j'ai payé 280 pour des fonds propres de 500 à 40%, ça faisait bien 4 fois 5, 20, les 200. Mais j'ai 40 que je dois ici, 40 que je dois à ce niveau-là. Donc réévaluation du brevet. 40% de 500, 200, 40% de 100, le brevet qui est réévalué ici à 40. Il me reste donc 240. J'ai payé 280. Il me reste un goodwill. Il me reste ici un goodwill de 40. On a de nouveau ces dividendes qui viennent baisser la valeur. J'ai un bénéfice qui, lui, l'a fait augmenter. J'avais 20 de dividendes versés. J'en ai eu 40%. La société pour mes 40% a une diminution de valeur de 8. Par contre, plus 28 par rapport aux 70 de bénéfices. Et je dois ici tenir compte des deux éléments. L'amortissement du brevet, 140%, donc 40 divisé par 5 de 8, plus l'amortissement du goodwill, ce qu'on a vu dans l'exercice précédent. Donc ça, c'est les éléments qui viennent, qui sont supplémentaires par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent. Les écritures sont exactement les mêmes ici par rapport à l'augmentation, moins 12, moins 16, ça fait un moins 28, plus 36. J'ai donc bien ici de 284 à 292, j'ai bien une augmentation de 8. On ne nous parlait pas d'augmentation de capital à ce niveau-là. Donc, ce à quoi il faut faire attention maintenant, c'est qu'il y a, lorsqu'on vous parle d'un brevet, d'une valeur immatérielle, d'un actif immatériel, il faut prendre en compte cet élément-là et en tenir compte avec l'amortissement qui vous sera donné, soit sur 5 ans. Ou, voilà, il faut tenir compte de cet élément-là. C'est vraiment ce qui change par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à présent, par rapport à la mise en équivalence. Julien, est-ce que tu as fait l'examen 2024? Moi, il me semble qu'il n'y avait pas de mise en équivalence. Je l'ai pris avant juste sous les yeux. Moi, je l'ai vite passé comme ça. Il y a du tableau de fond, il y a du BC1, il y a de la conso avec de l'intégrale et c'est tout. Et journal standard, amortissement, Ouais, avec une prestation. IMO, je Ouais, sais ouais, pas quoi. avec. Il n'y avait pas. OK, Non, il n'y avait pas. Il y avait il pas. n'y a pas. Par contre, moi, j'ai juste enfin, par rapport à ce tableau-là, donc Oui, finalement, ce qui change, c'est le goodwill, il était toujours, on disait toujours qu'il était constant, donc il faisait partie du ouais, prix d'achat, hein, ouais, il ne on changeait te pas. disait de le calculer, mais il ne bougeait pas. Il était toujours Voilà, il là. était à Maintenant, on l'intérieur du l'amortit. prix d'achat, et puis Oui, maintenant on l'amortit. Et oui, puis dans le cadre justement d'une valeur immatérielle, bah, finalement, il y a un transfert. Bah, ici, voilà, ce que je mets dans le brevet que je vais amortir, ben, c'est tout ça que je mets pas dans le goodwill. exact. Mais bon, ici, les périodes sont les mêmes. Ma question, c'était de savoir est-ce qu'il y a une obligation ou un besoin d'avoir un matching au niveau des dates, enfin de la période d'amortissement du brevet et du goodwill, ou est-ce qu'on peut imaginer que le brevet, on l'amortisse par exemple, je sais pas, sur 10 ans, alors que le Ouais, je goodwill que pense. sur 5. C'est Ouais, pas je spécifié, pense. j'ai lu aussi, mais Moi, je pense que ça pourrait être séparé, ça pourrait être des durées différentes selon. ouais, Ça pourrait pas mettre. de, J'ai l'impression qu'un brevet, ça pourrait être plus longtemps que 5 ans si c'est vraiment quelque chose dont tu as fait l'acquisition, ouais. qui va t'amener des avantages futurs sur 8 ans. Tu pourrais dire, bon, ben, jusqu'à ce que ça soit renouvelé ou un peu. Ouais, je pense qu'il peut y avoir. Il y a pas de. En tout cas, j'ai lu nulle part dans les règles qu'il y avait des durées qui devaient matcher. Donc, Qui ça devait peut matcher, être, ouais. pour répondre à ta question, à mon avis, ça peut être des durées différentes. Là, ben, D'accord. ça tombe mal un peu dans l'exercice parce que à chaque Oui, oui, fois c'est des pour 8, ça, je me suis dit, c'est un peu est-ce que c'était space, mais volontaire ou pas, mais ouais, ils auraient pu faire un 30 puis un 50, tu vois, mais ouais, voilà. ouais. Non, je pense que c'est comme ça.